Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, la mort d'un touriste français au Tchad, disparu depuis mercredi. Il a été retrouvé ce vendredi et serait mort après une chute selon les autorités tchadiennes. Âgé de 70 ans, il faisait partie d'un groupe de touristes en visite dans le nord-est du pays dans le cadre d'un festival culturel. La correspondance à N'Djamena en début d'édition. Kinshasa annonce ce vendredi avoir accepté le principe d'un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo, une proposition rejetée par les rebelles de l'AFC M23. On ira à Kinshasa dans cette édition. Enfin, à la veille de la Saint-Valentin, on vous emmène à Kano, dans le nord du Nigeria, où le métier de marieur connaît un énorme succès. Une aubaine pour les célibataires à la recherche du grand amour, tout en respectant les méthodes traditionnelles. Vous verrez dans ce reportage. Et on ouvre ce journal au Tchad où on a appris la mort ce vendredi d'un touriste français de 70 ans dans le nord-est du pays, près de la ville d'Amdjaras. Disparu depuis 2 jours, il a succombé à ses blessures après une chute selon les autorités tchadiennes. La correspondance à N'Djamena, Harold Girard. Paul Ferreri a perdu la vie après s'être déshydraté et avoir chuté dans ce large massif rocailleux de Bachikele alors qu'il avait entrepris une marche seule dans la zone contre toutes les consignes de sécurité. Le Français de 70 ans, originaire de Dijon, faisait partie d'un groupe de touristes venus au Tchad à l'occasion du Festival international des cultures sahariennes qui se tenait depuis le 7 février dernier. Dès l'annonce de sa disparition, 48 heures plus tôt, le 11 février dernier, les autorités tchadiennes avaient lancé à sa recherche plusieurs garnisons de soldats, mais également plusieurs dizaines d'habitants de la région. Malheureusement, son corps sans vie a été retrouvé ce vendredi aux alentours de 11 h. Il devrait être rapatrié vers la France dans les prochains jours. Se dirige-t-on vers un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo? La présidence congolaise a pris acte de l'initiative angolaise qui a proposé une entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans moins d'une semaine. Une proposition rejetée par les rebelles de l'AFC M23. Les précisions, Aurélie Bazara-Kibangula à Kinshasa. Dans un communiqué, la présidence congolaise dit accepter le principe du cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité et de recherche d'une solution pacifique au conflit. Alors le médiateur angolais a proposé une entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 18 février à partir de 12 h. Il a précisé attendre une acceptation publique de cette date par le gouvernement congolais et l'AFC M23. C'est donc chose faite pour les autorités congolaises qui veulent montrer qu'elles sont engagées pleinement dans les efforts diplomatiques en cours. Pour la présidence, ce cessez-le-feu s'inscrit dans le cadre du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu adopté mi-octobre sous l'égide du médiateur qatari. Mais la proposition angolaise est rejetée par la FCM 23 qui accuse Kinshasa d'avoir une stratégie de fragmentation diplomatique. Alors ce qui ne plaît pas au groupe rebelle, c'est la multiplication, dit-il, des cadres et processus parallèles à celui de Doha. La FCM 23 se dit engagée à mettre en œuvre le mécanisme de vérification du cessez-le-feu adopté à Doha. Une mission de la MONUSCO chargée d'appuyer ce mécanisme a d'ailleurs rencontré les autorités à Kinshasa et s'est rendue à Goma pour discuter des garanties sécuritaires pour le déploiement dans les prochains jours d'une première mission de surveillance à Uvira dans le sud Kivu. Et ce conflit dans l'est de la RDC sera à coup sûr évoqué lors du 39e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce samedi à Addis Abeba. Et si le thème officiel de cette année porte sur l'accès à l'eau et au système d'assainissement, la question de la sécurité s'est déjà imposée comme la priorité des discussions. Les explications de notre correspondant à Addis Abeba, Tom Canetti. C'est la veille du 39e sommet de l'Union africaine ici à Addis Abeba. Alors que peut-on attendre du rendez-vous cette année? Ça semble clair que la sécurité va être le thème le plus important. Jeudi, les ministres des Affaires étrangères ont publié un communiqué sur le Soudan. Ils ont condamné le conflit en cours entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Et ils ont demandé à la Commission de l'Union africaine de faciliter un dialogue inter-soudanais.
On a aussi entendu de l'armée soudanaise cette semaine à Addis. Le ministre des Affaires étrangères a demandé que la suspension de son pays de l'Union africaine soit levée. La crise dans l'est de la RDC va aussi être un point majeur de discussion ce week-end, malgré les accords de Washington signés entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi en décembre. Le conflit entre les rebelles de M23 et les forces armées de la RDC n'est pas apaisé. Et des officiels congolais cette semaine ont appelé à un dialogue intercongolais qui devrait se tenir à Kinshasa. Finalement, la reconnaissance de la région semi-autonome de la Somaliland par l'Israël va sûrement être discutée ce week-end. L'Union africaine mène une mission de stabilisation en Somalie depuis 2007 et certains pays dans la région ont vu cette reconnaissance comme une tentative de déstabilisation en Somalie. En bref, à Madagascar, le bilan du cyclone Gézani continue de s'alourdir avec 40 morts recensés vendredi. Le cyclone a frappé la ville de Toamasina mardi avec des rafales destructrices qui ont atteint jusqu'à 250 km/h. La deuxième ville de l'île de l'océan Indien est toujours privée d'eau et en grande part d'électricité. C'est un phénomène inédit depuis 1994 et le cyclone Geralda qui avait tué 200 personnes. Le Kenya rouvre sa frontière avec la Somalie, c'est ce qu'a annoncé le président William Ruto. À partir du mois d'avril, 2 postes frontières vont permettre la circulation entre les deux pays après 15 ans de fermeture, et ce alors que les communautés vivant dans la région sont particulièrement liées. À Nairobi, Bastien Renouille. Il y a 2 objectifs principaux à la réouverture de cette frontière, selon le président kényan William Ruto. Tout d'abord, l'aspect commercial. Il est impensable pour lui qu'une frontière entre 2 pays membres de la communauté est-africaine soit fermée. La réouverture des 2 postes frontières va donc permettre de développer les échanges commerciaux entre les 2 pays. Puis ensuite, il y a l'aspect familial. De très nombreuses familles sont séparées par cette frontière. Une partie de la famille vit côté somalien, l'autre côté kényan. Et jusqu'à présent, il était extrêmement difficile pour elles de se retrouver. Cela sera facilité par la réouverture de ces postes frontières. Mais alors pourquoi cette frontière était-elle fermée jusqu'à présent ? Eh bien pour des raisons de sécurité. En Somalie sévit le groupe terroriste islamiste Al-Shabaab qui est lié à Al-Qaïda et il contrôle toujours une vaste portion du territoire somalien. Régulièrement, il attaque le Kenya, principalement à côté de la frontière entre les 2 pays et de temps en temps, il s'aventure un petit peu plus loin dans les terres, voire même jusqu'à la capitale. Pour rappel, par exemple, en 2013, une attaque contre le centre commercial Westgate avait fait 67 morts. Et puis, en 2015, une attaque contre l'université de Garissa avait fait 148 morts, principalement chez les étudiants. Cette fois-ci, la présidence l'assure, la sécurité est assez bonne pour pouvoir permettre la réouverture de ces postes frontières. Des forces de sécurité vont être déployées à proximité pour s'assurer qu'il n'y ait pas de passage d'armes ou de combattants. Et puis le président, dans un discours, a également appelé la population du comté de Mandera, qui est le comté frontalier de la Somalie. Il leur a demandé à collaborer avec les forces de sécurité, sous-entendu de dénoncer les activités suspectes qu'ils pourraient identifier. Direction Cameroun, où le mandat des députés et des conseillers municipaux actuellement en poste devait s'achever initialement l'an dernier, en mars 2025. Prorogé d'1 an jusqu'en mars 2026, il vient encore être d'allongé si ce nouveau report est conforme à la Constitution. Ces raisons restent floues. On fait le point avec notre correspondant Yaoundé, Marcel Amoko. Le président camerounais avait annoncé ce nouveau report le 10 février dernier dans son traditionnel discours à la jeunesse en évoquant un léger réajustement du calendrier électoral au vu de certaines contraintes impérieuses sans que l'on sache exactement de quelles contraintes il s'agit. Sont-elles financières, sécuritaires, institutionnelles ou politiques? Difficile à dire. Il en est de même pour la notion de léger réajustement calendaire qui maintient les partis de l'opposition dans l'incertitude pour se préparer à aller aux élections. Du côté du gouvernement, on indique que les précisions viendront à la session parlementaire du mois de mars lors du dépôt de la loi prorogeant le mandat des élus. Il restera encore une marge de 3 mois puisque la prorogation du mandat des élus municipaux ne peut pas dépasser les 18 mois. L'opposition dénonce un recul de la démocratie, tandis que les observateurs évoquent un embarras au sein du parti présidentiel.
Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est secoué par une défiance d'une partie de la base militante dans le sud du pays, notamment la région natale du président Paul Biya. Quant au remaniement gouvernemental, il reste très attendu. Le 31 décembre dernier, le président Paul Biya annonçait un nouveau gouvernement dans les prochains jours. Il s'est déjà écoulé 6 semaines. Une première en Guinée, la rencontre des experts financiers, acteurs du numérique et des fintechs venus de tout le continent. L'objectif, échanger autour des grands enjeux du secteur économique à l'ère de l'intelligence artificielle. Et à ce propos, on écoute le directeur général du Fonds africain de garantie au micro de notre correspondant Malik Diakité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie des nouveaux instruments que la digitalisation a apportés. Et cet instrument doit aider toutes les institutions à s'améliorer dans leur performance, en gagnant du temps. Parce qu'aujourd'hui, la gestion n'est pas de la paperasse et l'intelligence artificielle contribue aux dirigeants des institutions bancaires, financières et à tous les cadres qui travaillent dans les institutions bancaires à améliorer leur performance et surtout gagner du temps. Comme promis, on termine avec le rendez-vous des amoureux. Ce samedi, c'est la Saint-Valentin. Et si vous n'avez pas encore trouvé l'amour, vous avez peut-être pensé à vous inscrire à un site de rencontre. À Kano, dans le nord du Nigeria, c'est le métier d'entremetteur ou marieur qui connaît un véritable succès à coup de méthodes traditionnelles ou encore d'intelligence artificielle. Regardez ces images commentées par Clémence Valère. Pour trouver l'âme sœur, rien de mieux que solliciter les services d'une marieuse expérimentée. C'est ce que pense Anwar Abdul Malik, qui a pris rendez-vous chez 7 entremetteuses, une experte reconnue dans la ville nigérienne de Kano. En 25 ans, seulement 11 des couples qu'elle a mis en relation ont divorcé. This one is okay. Okay. This one is good. Okay. This one. Je n'ai pas eu de petite amie depuis un certain temps, mais j'ai maintenant décidé que je voulais rencontrer la femme de mes rêves. Ici, je sais que je vais la trouver. J'ai essayé de chercher par moi-même, mais sans succès. J'ai plus de 100 femmes qui correspondent à ces critères. S'il est intéressé par l'une d'entre elles, je m'occuperai de les présenter. Dans le nord du Nigeria, trouver l'homme ou la femme de sa vie avec l'aide des arrangeurs de mariage est une tradition depuis des générations. Mais avec l'avènement de l'ère numérique, les sites de rencontres se sont multipliés. Des plateformes qui ont désormais recours à l'intelligence artificielle pour aider leurs abonnés à faire le bon choix. Aujourd'hui, nous utilisons davantage d'outils technologiques pour réaliser les mariages arrangés. Par exemple, nous utilisons ChatGPT pour modifier les visages de nos clients afin de préserver leur vie privée. De nos jours, le mariage repose sur des relations. Grâce à ce service, ma photo est envoyée à quelqu'un qui cherche une épouse et il peut développer des sentiments pour moi. C'est la seule solution, car il n'aura pas eu l'occasion de me rencontrer en personne. À travers le pays, on accorde une grande importance aux antécédents familiaux et à la moralité avant le mariage. Des critères difficiles à vérifier sur les plateformes de rencontres en ligne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue. Les centres de données sont voraces en électricité. Déjà 1,5% de la demande mondiale. Plus du double d'ici 4 ans. Un défi environnemental mais aussi politique pour assurer la souveraineté numérique des États. Pour comprendre ces enjeux, rejoignez-nous aux avant-postes. Aux avant-postes, présenté par Ali Laïdi, à voir sur France 24.